Bonjour à toutes et tous. Je vous demande d'accueillir Costa Gavras et Michel Régavras. Et pour modérer cette conversation, nous avons demandé à Olivier Père, le directeur du cinéma d'Arte, qui connaît bien Costa. Costa au milieu. Et je laisse la parole. Oui. Voilà. Bonjour Costa, bonjour Michel. Bonjour. J'imagine, comme beaucoup de gens dans la salle, j'ai découvert le film hier soir, voilà, Adult in the Room, votre nouveau film. Donc voilà, j'ai pris des petites notes et on va pouvoir en discuter ensemble. Il y a beaucoup de manières d'entrer dans ce film, je dirais, à la fois par rapport au sujet très, très actuel dont il traite, par rapport à la forme, par rapport à la place du film dans votre carrière. Pour commencer, je dois dire que en y repensant, pas pendant le film, mais après, j'ai beaucoup pensé à Z quand même, pour plein de raisons. Évidemment, il y a le retour à un sujet grec, je dirais, même s'il est traité, ça on pourra en parler aussi de manière très, très différente. Mais je dois dire que dans Z, eh bien, c'était un film à chaud aussi, qui a abordé un sujet très important, qui était la dictature des colonels. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe d'une dictature militaire, policière, très très violente, à une autre forme de dictature qui est une dictature économique, dont les effets violents, criminels, sont peut-être pas aussi évidents, spectaculaires, mais on voit à quel point ça touche, ça affecte, ça blesse profondément tout un peuple, le peuple grec, mais aussi toutes les conséquences européennes que ça peut avoir. Et puis, de toute évidence, voilà, 50 ans après, c'est le même homme, c'est la même femme aussi, puisque Michel, vous étiez déjà... J'étais pas productrice. Non, mais vous avez aidé, je Même pense, le film de se faire. Mais c'est toujours le même homme qui a fait ces deux films, 50 ans plus tard. Et c'est toujours un homme, un cinéaste en colère, enfin en tout cas, qui fait des films avec une forme d'urgence et aussi une forme de véhémence. Alors je ne vais pas vous dire est-ce que vous êtes plus en colère aujourd'hui que quand vous avez fait Z, ou alors quel est votre rapport à cette manière. Là, vous êtes resté fidèle aussi à quelque chose, c'est une manière qui est la vôtre de faire du cinéma politique. C'était très nouveau avec Z. Je pense que Z, c'est un film qui a inventé une certaine forme de cinéma politique, hein, à la fois très, très engagé pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits de l'homme, mais aussi qui militait pour une forme spectaculaire, qui était une forme empruntée à un certain cinéma américain, mais surtout à un certain cinéma français, hein, des maîtres qui vous avez beaucoup appris, comme Clouzot ou comme Clément. Bon, aujourd'hui, je dirais que vous êtes peut-être davantage libéré de cette influence, de ces maîtres, et que vous faites votre propre cinéma comme vous le faites depuis des décennies. Mais je voulais qu'on discute un petit peu sur à la fois les points communs, mais aussi les différences qu'il peut y avoir entre les films de vos débuts, vos premiers grands films politiques comme Z ou L'Aveu, et ce film aujourd'hui, Adult in the Room. Oui, d'abord bonjour. Non, dans les deux cas, j'étais interpellé par la Grèce, mais ça mérite un tout petit peu une petite explication avant. Moi, je suis parti de la Grèce très très jeune, comme l'ont fait des milliers de jeunes de mon époque. C'était le lendemain de la guerre civile, et ceux qui appartenaient à une certaine classe de la société n'avaient aucun avenir. La seule façon, c'était de partir à l'étranger, soit pour travailler, c'était en Allemagne, c'était en Australie, c'était un peu partout, soit pour faire des études, ce que je voulais faire. Et le seul pays où on pouvait faire des études et sans avoir l'aide des parents, c'était la France. On pouvait faire des études et travailler. Et en même temps, parce qu'il y avait les facilités formidables, il y a toujours d'ailleurs pour les étudiants, des hébergements, des restaurants, etc., des bibliothèques. Voilà. Donc, je suis venu en France, et pour vous dire la vérité, j'ai
j'ai fui la Grèce. Et je me disais, je n'y retournerai jamais. À partir du moment où j'ai commencé à faire des études en France et un peu plus tard à travailler, la Grèce ne m'intéressait plus. Et j'étais interpellé pour la première fois, très sérieusement, quand il y a eu la prise de pouvoir par les colonels. Tout d'un coup, je me suis senti, je ne sais pas comment et pourquoi, je me suis senti profondément humilié et d'une certaine manière grec. Voilà, alors j'ai eu la chance d'avoir entre les mains ce livre de Vassilikos sur l'affaire Lambrakis. J'ai dit à Georges Saint-Proun, je voulais faire le film avec ça, est-ce que tu veux travailler avec moi? Il a dit tout de suite oui, et comme ça on a fait Z avec Montand qui a accepté aussi, et que tous les acteurs, etc. Et après on a eu beaucoup de difficultés, mais enfin ça c'est secondaire. Bon, et après les colonels sont partis, et puis la Grèce a commencé à avoir une vie normale, un peu comme tous les pays européens, entrer en Europe, etc. Et ça m'intéressait beaucoup moins. En France, j'ai commencé à travailler en France. La France m'avait offert en fait tout ce qu'un pays doit offrir à son pays, c'est-à-dire du travail, une vie, et puis faire une famille, comme je l'ai fait, etc., etc. Et puis, il y a eu la crise grecque. Et une nouvelle fois, je me suis senti de nouveau interpellé, mais d'une manière très profonde. Et pourquoi? Parce que j'ai reçu des nouvelles à travers la presse, que ce soit française, que ce soit anglaise, ou alors des coups de fil directement avec des gens qui venaient des Grèce. Ils me racontaient des histoires absolument terribles, ce qui s'est passé. Il y en avait quelques-unes dans les journaux. Donc je me suis très vite dit, bah, il faut voir, peut-être il y a un film à faire, quelque chose pour parler précisément de ces drames que vivait le peuple. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais vous savez, d'abord il y a eu des suicides. Les suicides ont augmenté de 45%, immédiatement, dans les semaines qui ont suivi. Les jeunes ont commencé à partir, comme de mon époque, mais en même temps, ce n'étaient pas des jeunes pauvres, c'était des diplômés qui partaient à l'étranger pour trouver du travail, parce que le chômage était monté à 28%, à 30% et à 50% pour les plus jeunes. Les familles, les salaires avaient baissé énormément. On avait renvoyé des milliers de fonctionnaires, etc. Parallèlement, cet appauvrissement s'est répercuté au commerce. Le commerce se fermait, évidemment. C'était vraiment une tragédie. Donc j'essayais de voir ce qu'on pourrait faire, et rien ne s'organisait pour un scénario, pour une histoire. Bon, je me disais peut-être qu'il y a un mélodrame, mais le mélodrame ne m'intéressait pas beaucoup. C'était quelque chose qui ne reflèterait pas, à mon avis, l'ensemble du problème, c'est-à-dire ce qui arrivait chez les Grecs, et le rôle de l'Europe aussi, parce que le rôle de l'Europe était très très clair. Voilà. Et puis le temps est passé, j'ai fait autre chose entre-temps, j'ai écrit un livre, et puis jusqu'au moment où la gauche a pris les pouvoirs. La gauche a pris les pouvoirs avec des idées très fortes, etc. Et je me suis dit, bon, quelque chose va changer. Et là non plus, ça n'a rien changé. Alors ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est qu'il y a le référendum, et il y a la position que vous avez vue, si vous avez vu le film, je pense, hier soir, et il y a la position du Premier ministre qui accepte tout ce que l'Europe demande. Et qu'est-ce qu'il fait? Un homme part du gouvernement. C'était le seul. Tous les autres ont accepté le dictat européen. Il y a un homme qui part, qui est Varoufakis. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Ma femme m'avait signalé aussi un article qu'elle avait lu dans un journal anglais, où Varoufakis expliquait son problème. Elle m'avait dit, lis-le et tu verras, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Nous sommes allés voir Varoufakis, et là j'ai découvert ce qui s'est passé en Europe. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, Varoufakis, en arrivant à l'Eurogroupe, il s'aperçoit très vite qu'il n'y avait pas de compte rendu de ces réunions, ce qui est une absurdité totale. Donc chacun sortait des réunions et racontait ce qu'il voulait. Impossible à le démentir. Et il a décidé de tout enregistrer. Il a ouvert son téléphone et il a enregistré des heures et des heures de discours et des propositions et des contre-propositions et tout cela. C'était fascinant. Parallèlement, il avait pris aussi beaucoup de notes. Et il m'a montré beaucoup de ces choses-là. Et je lui ai dit, écoutez, moi ça m'intéresse parce que là, j'ai trouvé cette relation Grèce-Europe, j'ai trouvé la possibilité d'une tragédie. Il y avait une tragédie là. Une tragédie à la façon de la tragédie antique, si vous voulez. Pourquoi? Parce que tous les personnages avaient raison, mais chacun avait sa propre raison, sans penser à la raison des autres. C'est-à-dire, tout ce qu'ils faisaient, c'était ce qu'ils devaient faire, disait-il, mais en même temps, ça s'est répercuté négativement au peuple grec, et ça, ils s'en fichaient complètement. Alors, cette relation-là, je me suis dit, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire un scénario,
Et je lui en ai parlé, je lui ai dit peut-être on peut faire ça. Il m'a dit non, j'ai écrit un livre. Ah, je dis je vais le lire. Et il m'a envoyé au fur et à mesure les chapitres, et très vite je me suis aperçu qu'il y avait le matériel nécessaire pour un scénario. Et c'est comme ça que tout. Et je lui ai demandé de me céder les droits du livre, c'est comme ça qu'on a commencé la production de ce film. Et on est arrivé aujourd'hui ici. Je dois vous dire combien j'étais ému hier soir de la réaction de la salle, mais profondément ému de la réaction de la salle, parce que je me suis dit, voilà, le livre, le film qui a été fait après beaucoup de difficultés, eh bien, ça réagit. Les spectateurs réagissent. Et c'est la grande joie pour un metteur en scène, je vous assure. C'est vrai que comme... Alors, pour un producteur aussi, une productrice à l'occurrence. Oui, vous inquiétez pas, on va revenir sur les conditions de production de ce film qui n'ont pas dû être faciles, je l'imagine, et je crois que vous allez nous le confirmer, Michel. Vous avez bien fait de rappeler que la Grèce avait inventé la tragédie et aussi la démocratie. Donc je pense que ces deux choses sont très présentes dans votre œuvre. Hein. Ça, je pense que ça, c'est votre tropisme grec. Mais il y a aussi de la tragicomédie. Ce qui est bien aussi dans vos films, c'est qu'il y a toujours des éléments burlesques, absurdes, qui surgissent souvent de l'observation en fait, de la réalité. Il n'y a pas de caricature, où il y a juste l'accentuation de traits comme ça sur des personnages, sur des situations qui soulignent l'absurdité des élites, des décisions qui sont prises en haut lieu. Alors c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que cette crise grecque, vous auriez pu, comme vous venez de le dire, l'aborder de différents points de vue, hein, du point de vue du peuple, du point de vue de la rue, du point de vue d'une histoire inventée, du point de vue d'un film de genre. Oui, il ne faut pas inventer, j'ai eu tellement d'histoires sur le plan mélodique que vous aviez quand même déjà une documentation très, très fournie sur ce sujet. Non, mais ce qui est intéressant, c'est d'aborder ce sujet du point de vue de Yanis Varoufakis, parce que d'une part, vous êtes parti d'un livre comme Z, et un livre qui n'était pas encore écrit. C'est vrai que vous avez pu déjà travailler sur épreuve, je dirais, par rapport à la rédaction de ce livre. Donc, sur un livre et les enregistrements. Et les enregistrements. Donc c'était presque un travail conjoint, même si vous travaillez un peu chacun de votre côté, si j'ai bien compris. Il n'a pas participé au scénario. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre le point de vue d'un homme qui demeure encore aujourd'hui assez controversé, assez impopulaire, y compris en Grèce, et qui a été jugé par beaucoup comme responsable de l'échec de ces négociations, parce qu'il était considéré comme trop intransigeant, trop provocateur, et qu'en fait, là, on accède à son point de vue à lui, et à une forme de vérité, enfin, qui est la sienne, mais qui quand même s'approche quand même de choses qui, comme vous le dites, ont été très longtemps occultées par la nature même du fonctionnement de ce groupe de l'Union européenne, qui est un fonctionnement très, très secret, voire occulte. Et ça aussi, vous l'accentuez dans votre film, et ce qui donne aussi au film la dimension un peu de thriller politique, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des hautes sphères et un endroit très mystérieux où des gens décident du sort d'un pays, et on comprend très bien que leurs décisions sont mues par déjà par des positions très hypocrites, hein, on le voit à un moment donné, y compris avec le gouvernement français, mais aussi avec des décisions qui sont contrôlées par les banques, la finance, le gouvernement de certains pays plus que d'autres. Donc c'est vrai, alors ce personnage très, très clivant, Varoufakis, finalement, vous l'avez rencontré, donc vous l'avez aussi peut-être appris à le comprendre et à l'aimer aussi, peut-être plus que... À le respecter. La façon dont il a été aussi désigné dans les médias, puisqu'on voit aussi très bien qu'il y a aussi une forme de coalition évidente entre l'Europe, la politique et les médias aussi, de la manière dont ils ont traité cette crise. Oui, ils l'ont assassiné politiquement. Les Américains appellent ça un character assassination. Oui, c'est vrai que le personnage, il est très particulier. D'abord, avant d'être ministre, il se promenait avec sa moto, il portait la chemise en dehors de son pantalon, il avait des vestes un peu particulières, il avait une apparence tout à fait normale, qu'on voit un tout petit peu chez beaucoup de jeunes, même chez certaines personnes âgées aussi. Et puis quand il est devenu ministre, il a continué comme ça. Et les Grecs ont commencé déjà à s'en méfier. Ils disent comment ? Il nous représente en Europe et il arrive en blue jean. C'était inacceptable. Voilà, c'était le premier pas. Un deuxième pas qui lui a coûté très cher, il a fait un reportage, Paris Match l'ont poussé à faire un reportage, où on voyait qu'il vivait dans une vie plutôt luxueuse. Alors ça a été encore pire. Voilà.
En fait, dans le film, la maison, l'appartement de Yanis, enfin de notre personnage, est en fait le vrai appartement de Yanis Varoufakis. Et on remarque parce qu'à la fin, j'avais plus d'argent. On remarque qu'il est assez luxueux, assez grand, parce qu'il était marié à une artiste contemporaine. Il est normal. Oui. Enfin, bref, donc il y avait ça. Et puis une fois à cet Eurogroupe, il s'est aperçu très très vite que c'était la grande majorité des autres ministres étaient des ministres qui n'avaient pas beaucoup de connaissances économiques. Il y en avait 3 personnes dans cet Eurogroupe, ils étaient des personnages qui connaissaient très bien l'économie. C'était lui, c'était Christine, Madame Lagarde dans le film, et aussi l'Allemand Schölberg. Et avec eux, ils discutaient sur un niveau d'égalité. Mais les autres, souvent, et j'ai écouté dans les enregistrements que j'ai écoutés, ils disaient parfois des bêtises, alors ils les sautaient dessus, d'une manière pas du tout gentille. Et c'est son caractère, et c'est qu'il a fait faire des ennemis. Parce qu'il disait, non, mais ça, vous vous trompez complètement, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, il leur disait comment les choses se passaient. Donc, c'était l'autre état. En plus, son insistance de ne pas se soumettre à la stratégie qu'avait définir le groupe, c'est-à-dire de ne rien changer pour la Grèce, de ne pas aider la Grèce, de tout faire pour faire de la Grèce un exemple et la punir. Il est vrai aussi, pour dire la vérité, c'est que les gouvernements précédents qui ont laissé, que ce soit la gauche, enfin les socialistes, que ce soit la droite, ils ont laissé ces dettes aller à des niveaux inouïs, et en même temps, ils trichaient avec les comptes quand ils présentaient les comptes à l'Europe. Donc, ils n'avaient aucune confiance aux Grecs. Et en même temps, ils se disent, en plus, c'est des gauchistes qui en cause nous donnent des leçons, on ne va pas céder. Et évidemment, il n'allait pas faire un cadeau gauchiste. Il y avait tout ça. Et puis la stratégie, c'était non, pousser à fond pour qu'il se soumette. Et lui, il ne se soumettait pas. Alors, il y a aussi une autre stratégie qui s'est commencée à se définir, qui était, ce que disait Michel, il y a une expression américaine qui dit « assassination of character », c'est-à-dire détruire une personnalité. Et ils ont commencé par la presse. Et c'est devenu vraiment la haine. Je dois même vous avouer, à un certain moment, moi, en lisant toute cette presse, je me disais « mais ce type-là, il fiche tout en l'air, il faut peut-être qu'on l'écarte ». Et puis à un moment donné, on l'a écarté un peu. Et puis rien n'avait changé. Et alors, quand il y a eu référendum, et que c'était le seul à démissionner, c'est devenu pour moi un personnage essentiel. Voilà, si vous voulez, l'ensemble de ce personnage qui continue. Bon, d'abord, il a été voté, comme je le dis à un moment donné dans le film, il a été voté à un niveau extraordinaire, et puis il s'est représenté aux dernières élections, et il a été voté de nouveau. Il est au Parlement maintenant avec 9 députés. Et il fait des discours très intéressants. Donc, c'est un personnage tout à fait particulier. Et ça, je pense que dans la routine européenne, dans la routine politique que nous vivons en Europe, ça ne plaît pas beaucoup en général. Voilà. Oui, c'est vrai on le voit dans le film, ça reste un personnage politique très, très atypique, hein, par son parcours, par son apparence, par sa façon de s'exprimer. Alors peut-être qu'il y a l'art et la manière, peut-être que sa méthode, d'une certaine manière, a peut-être été un peu trop dure. Enfin, est-ce que le film n'est pas non plus tout à fait une réhabilitation? Je pense qu'il démontre des faits, des situations, il rétablit une forme de vérité par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et on voit aussi à la fois le charisme, l'intelligence extraordinaire de cet homme, mais aussi d'une certaine manière les raisons de son échec qui sont inscrites dans sa personnalité même. Non, les raisons de son échec ne sont pas inscrites dans sa personnalité. Les raisons de son échec sont inscrites dans la volonté des Allemands de ne pas céder. Deux choses différentes. Je pense que tout a été dit. Michel, alors comme vous avez bien pris la parole, est-ce qu'on peut parler justement de la production de ce film? Parce que je parlais de Z au départ, qui aussi a été un film assez compliqué dans sa production, mais à l'époque, vous avez bénéficié du soutien d'une pléiade de vedettes qui sont venues, qui ont accepté de jouer dans le film. Là, je pense qu'une des forces, au contraire de ce nouveau film, c'est de ne pas reposer sur des vedettes, en tout cas pas sur des vedettes internationales, mais sur des acteurs, des très très bons acteurs qui parviennent à retrouver le charisme, justement, la personnalité des hommes et des femmes qu'ils sont censés interpréter et qui sont déjà des personnages
relativement connu, en tout cas du grand public, mais d'une autre manière. Donc comment vous avez trouvé ces acteurs? Bon, je pense à Christos Loulis, qui est vraiment extraordinaire, mais aussi les autres. Comment vous avez procédé d'abord à la production? Pour la production, vous parliez de Z, de la facilité, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs connus. Mais Jacques Perrin, qui était producteur à l'époque, il y avait les mêmes critiques et les mêmes difficultés de financement sur Z et sur Adultes, dans le sens que c'était des scénarios bavards, sans femmes, sans sexe, et avec des sujets rébarbatifs. Voilà. Donc, avec un peu de violence, mais pas une violence. Jacques Perrin a pu produire Z parce qu'on a tourné tout en Algérie. Les Algériens n'ont pas donné d'argent, mais on fait des facilités. D'ailleurs, Z a représenté l'Algérie aux Oscars. Pour Adultes, évidemment, on sentait que c'était un film qui allait coûter cher avec tous les voyages, tout ça. On a envisagé avec Costa à un moment de prendre des acteurs anglo-saxons. Jusqu'au moment où Costa m'a dit, écoute, si la seule façon de financer ce film, c'est de prendre des acteurs anglo-saxons, c'est-à-dire de faire parler Yanis et Alexis en anglais, tu prends un autre metteur en scène. Parce que moi, je ne peux pas faire parler deux Grecs ensemble en anglais. Donc à partir du moment où on devait faire le film en grec et en anglais, ce qui voulait dire donc des acteurs grecs, donc pas de financement possible, plus facile, disons. Mais c'est la qualité du film. Et pour tous les autres acteurs, j'ai pris une directrice de casting, Gina J, à Londres, qu'on avait déjà eue sur Amen, sur différents films, et qui nous a cherché, parce que ce que voulait Costa, c'était que tous les acteurs soient de la nationalité des personnages concernés, c'est-à-dire que Wolfgang soit allemand, que le néerlandais soit néerlandais. Et elle a fait un travail extraordinaire. Elle a envoyé à Costa le vrai personnage, des extraits d'actualité du vrai personnage, et puis 5-6 propositions. Costa ne fait jamais faire des essais sur une scène. Il demande à l'acteur de se mettre devant une caméra et d'expliquer qui il est, comment il est arrivé au cinéma, au théâtre, tout ça. Et elle a envoyé tout ce matériel à Costa, et Costa a décidé. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un casting vraiment exceptionnel. Ça a été un travail... Et les acteurs grecs, évidemment, c'est des acteurs qui jouent au théâtre, qui sont inconnus, mais il suffisait d'aller les voir au théâtre et on comprenait. On a vu aussi dans des films du certains, nouveau cinéma grec. Films grecs, oui, etc. oui. Voilà, alors le problème que nous avions, parce qu'on ne tournait pas seulement à Athènes, on tournait un peu partout en Europe, c'est que nos acteurs choisis, et tous les acteurs, pour survivre, sont au théâtre. Et donc n'étaient libres pour voyager que le lundi et mardi, et la semaine de Pâques, parce que la semaine de Pâques, les théâtres sont fermés, tout le monde dans les familles et tout. Et ça a été... Et les autres soirs de tournage, les autres jours de la semaine, il fallait qu'ils partent à 7h, à 19h. Donc le plan de travail a été, quand on a eu Loulis, un mois avant le début du tournage, Loulis, évidemment, a accepté tout de suite. Christos Loulis, c'est le personnage qui fait Yanis, mais il avait une imposition de travail absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il devait aller à Nantes jouer une pièce pendant 5 jours, la répéter, parce que c'était une pièce ancienne pendant 5 jours, donc on a arrêté 2 fois 5 jours le tournage. Mais pour avoir Yanis, pour avoir Christos Loulis, Costa était prêt à tout. Non, alors, il y a aussi une chose particulière par rapport à ce film, c'est qu'à ma connaissance, c'est la première fois que vous tournez un film avec partiellement en grec, votre langue natale, et en Grèce aussi, enfin en tout cas même si le sujet du film entraîne des tournages un peu partout en Europe. Mais alors comment ça s'est passé ce retour là pour le coup en Grèce pour un D'abord, moi je suis parti en 1955 et je suis retourné souvent en Grèce, mais pas pendant 6-7 mois comme cette fois-ci, pour préparer le film, chercher des acteurs, etc. Je découvrais un autre pays. Mais ce qui était assez particulier, c'était la traduction du dialogue en grec. Et c'est vrai que mon grec s'est beaucoup affaibli. Et alors, je fais une traduction et quelqu'un m'a aidé. Et puis après, on a refait la traduction avec les acteurs. On a refait au fur et à mesure. On trouvait le langage quotidien que j'avais un peu perdu et qui s'est beaucoup transformé depuis des années, comme toujours avec les langues. Et donc, ils ont été là aussi des vrais collaborateurs, surtout les principaux.
Et ce qui était aussi formidable avec les acteurs, je voudrais dire, c'est que des grands acteurs des vedettes là-bas sur place, ils ont accepté de faire des petits rôles. Et tout d'être présent dans cette histoire, parce que ça leur plaisait beaucoup. Il suffit de vous dire que, si vous vous souvenez de cette scène où un président arrive la nuit avec des motards, etc., il est reçu par le conseiller du Premier ministre. Lui, il a reçu un prix à Venise il y a quelques années. Et il a un tout petit rôle. Il me dit non, je vais être avec vous dans cette aventure. C'était très, très, Pour très travailler encourageant. avec Costa et aussi politiquement. Voilà. Non, bien sûr, il savait de quoi on parlait. Donc c'était une expérience exceptionnelle. Par rapport à la structure du film, à la narration du film, il y a quelque chose. Le film, il y a une construction en flashback. Absolument, c'est un récit. C'est un récit, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs de vos films. Hein. Alors évidemment, dans L'Aveu, la temporalité est beaucoup plus morcelée, mais il y a aussi dans Z. C'est quelque chose qui vous est apparu de manière tout au début de l'écriture, le fait que ça devait être un récit. Bon, évidemment, la plupart des spectateurs connaissent l'issue déjà, mais pas tous. C'est aussi une manière de dramatiser le film et de réussir à créer une tension, un suspense, malgré une issue qu'on sait. Alors, je pensais très vite, dès le début du travail, que le faire en continuité depuis le début, il manquerait une sorte de tension, quelque chose qu'on appelle, disons-le franchement, le suspense. Un compte à rebours, quoi, presque. Voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'est de montrer un personnage qui devient ministre, qui commence sa carrière, enfin, la carrière de ministre, et on lui dit non, c'est pas très bien, ça va te coûter cher, etc. Et je montre aussitôt après qu'en effet, ça lui a coûté cher. Et on arrête. Et pour les spectateurs, je crois que là, il se crée un intérêt tout à fait différent que si on continue une histoire en continuité. Voilà, c'est ce qu'on appelle les scénarios, enfin la construction des scénarios, qui n'est pas du tout la construction comme la construction littéraire d'un livre. Il y a une relation tout à fait différente au cinéma. Donc le spectateur s'intéresse davantage que si on est en continuité. Voilà, c'est ça l'idée au début. Dans État de siège, si vous vous rappelez, Si, oui. on voit c'est un assassinat et on voit que Montand a été assassiné, on le découvre au début assassiné. Et quand on posait la question à Costa, il disait pourquoi avoir fait ça, parce que c'est anti. Il disait parce que je veux qu'on réfléchisse le pourquoi on l'a assassiné. Oui, ça c'est un autre cas, une autre raison. Oui, parce qu'on découvre son assassinat, mais on ne sait pas pourquoi il a été tué et qui il était vraiment. Exactement. Voilà. Parce que là, on aurait dû jouer avec le suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va survivre ou pas? Mais là, il est mort depuis le début et on suit, à mon avis, une histoire oui, tout à fait différente. Oui, ça crée une tension parce qu'on sait que ses jours sont comptés finalement et qu'il a très peu de temps pour parvenir. Et pourquoi politiquement on le... Alors oui, par rapport à la dimension très, très cinématographique de ce film, de votre œuvre en général, c'est vrai que même là, pour le coup, c'est encore plus fort que vos films précédents parce que Z, par exemple, c'était une transposition. C'était bon, on savait bien sûr, tout le monde savait que c'était la Grèce, mais c'était en français d'abord. C'était en français, c'était tourné en Algérie. La Grèce n'était pas nommée. Enfin, les personnages n'étaient pas nommés. Là, ils ont tous leur nom, enfin le nom des personnages réels. Donc, il y a un effet de réel qui est encore plus fort que dans vos films précédents. Et malgré tout ça, je trouve que vous parvenez à donner une dimension très, très cinématographique, de caractère, de personnalité. Par exemple. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais Wolfgang, donc l'Allemand, qui est un petit peu le méchant du film, quoi, d'une certaine manière, dans son fauteuil roulant, avec cette assemblée de politiciens. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Dr Folamour, à Peter Sellers, qui avec son accent allemand, dans cette table ronde, vous savez, cette war room, qui fait penser finalement aux salles de réunion que vous filmez, même si elles ne sont pas toutes rondes, il y en a certaines qui sont carrées. Non, j'ai combattu complètement cette idée parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec ces personnages, qui est un personnage exceptionnel de Kubrick. Parce là, on parle de quelqu'un qui existe vraiment. Et qui est vraiment. C'est un personnage, moi, qui m'intéressait. Malgré le côté méchant qu'il peut avoir, à un moment donné, il se montre un homme très honnête. Il dit, par exemple, qu'à votre place, compatriote, je n'aurais pas signé cette chose-là. Voilà. Mais il a son dogme. Il faut défendre l'euro. Donc c'est sa stratégie. Et il continue comme cela. Mais il est quand même, dans le fond, honnête. Voilà. Et à part d'être... le personnage, il est très, très, très aimé en Allemagne. Le personnage, il a des adhésions à 80% en Allemagne. Donc il est très, très puissant. Il pourrait même... Si Mme Merkel cédait un tout petit peu, la Grèce serait sortie de l'euro.
Moi, je pensais un peu à Docteur Folamour. Hein. Oui, Bon. Et d'ailleurs, vous savez, quand on vend, entre guillemets, un scénario à vous, Olivier, ou à d'autres. je sais pas qui, bon, ou à d'autres, Puissant. on ne s'est pas vu parce que je savais que Arte ne pouvait pas assez donner d'argent. Mais je vous aurais dit, mais d'ailleurs, ce que j'ai dit à France 2, parce qu'il faut leur expliquer que ceux qui lisent, c'est peut-être rébarbatif, mais que le film, c'est autre chose. Il faut donner des idées. Et donc, je prenais comme idée que le personnage de Wolfgang, c'était un peu le docteur Folamour. Voilà. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé. Vous voyez, il y a toujours des contradictions hein, avec sa productrice. Même si on couche ensemble. Elle sait faire pour convaincre les... Non, mais c'est vrai qu'on parle d'un film où la parole joue un rôle important. On pourrait se référer à d'autres films de votre carrière, mais aussi à d'autres grands films politiques ou d'autres grands huis clos aussi qui sont un peu construits sur le même modèle. En tout cas, ce qui est évident, c'est que la parole au cinéma et dans vos films en particulier, c'est de l'action. C'est une autre manière de mettre en scène des actions. Ici, la parole, elle joue un rôle central, mais elle est mise en scène comme des affrontements. Enfin, c'est de l'action, la parole au cinéma. Oui. De toute façon. Au cinéma et surtout en politique. Et en politique, en politique la parole, c'est la première chose. Bon, après vient l'action, où il ne vient pas. Oui. C'est qui est la vérité souvent. Mais c'est vrai que... Donc j'avais la parole. Tout devait être expliqué par la parole. Il fallait donc trouver... D'abord, de ne pas envahir, de ne pas tenir compte de toutes les paroles. Parce qu'il y a une répétition dans les discours que j'ai entendus, et puis il y a une répétition du discours de l'un à l'autre. Parce que c'était la plupart des discours que j'ai vraiment entendus, c'était accusateur. Accusateur, parfois, il touchait même, je dirais, le racisme pour les Méditerranéens, d'une manière générale. Je l'ai mis à un moment donné, parce que quand ils sont entre eux, ils traitent les Méditerranéens des pigs. Pigs, c'est les initiales de Portugal, Italie, Grèce et Espagne en anglais. Pigs, puis ça veut dire cochon. Voilà. Mais quand ils sont plus gentils, ils les traitent du Club Med. Ce sont des Club Med. Voilà. Dans votre film, on voit le Non, mais il y a ce racisme-là. Il y avait un racisme encore plus fort. Et je vais vous donner un exemple. Le président de l'Eurogroupe, qui dirigeait toutes ces réunions, il a déclaré à la presse que, tout à fait au début, que nous ne pouvons pas aider un peuple. Ce peuple vient nous demander de l'aide après avoir dépensé 327 milliards en femmes et en alcool. C'était... Non, mais ça vous fait sourire. Mais il l'a dit, et je me suis dit à un moment donné, est-ce que je le mets? Parce qu'il rencontre la presse, comme vous avez vu souvent. Et finalement, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis parce que c'était le noircir terriblement. Parce que le personnage ne tenait plus après cela. Donc, je l'ai mis de côté, et je l'ai dit ici, mais je le dis aussi aux interviews, mais je ne l'ai pas mis dans le film. Il y avait des choses comme ça, qui tiennent ça ne tient pas d'une réflexion économique, ça tient surtout du racisme. Comme on disait, je me souviens quand on était jeune, on disait des Africains, ils sont tous des anthropophages. Voilà. Il y avait cette idée-là, comme ça, et tout le monde acceptait. Voilà. C'est du vrai racisme. Et il y avait d'autres phrases racistes dans le film, dans les discours. Par exemple, quelqu'un disait, écoutez, tout ça, les Grecs ne travaillent pas assez, s'ils travaillaient davantage. Et puis j'ai fait une étude et j'ai trouvé à l'OCDE, cet organisme mondial, qui classifie les pays, et la Grèce est deuxième, le pays qui travaille le plus. La première, vous avez imaginé, c'est l'Allemagne. Le cinquième ou sixième, si je me souviens bien, c'est la France. Donc c'est des choses que je n'ai pas voulu mettre dans le film précisément pour rester à un niveau comme ça, plutôt de noblesse des relations. J'ai remarqué quelque chose dans le film, c'est que tous les personnages s'appellent par leur prénom. Alors est-ce que c'était dans le livre de Varoufakis? Est-ce que ça correspond à une réalité? Est-ce que c'est comme ça ou alors est-ce que vous avez voulu déréaliser un petit peu au contraire le film par rapport à la vraie, au nom des personnages qu'on reconnaît mais qu'on... Le livre dit les noms. Oui. Entièrement, absolument. Oui. Dans le livre de Varoufakis, qui fait 100 pages, vous le verrez si vous avez... C'est un livre extraordinaire, d'ailleurs. Il a été classé parmi les meilleurs livres du XXIe siècle, et puis il a été classé aussi parmi les meilleurs livres sur l'économie qui n'ont jamais été écrits. Oui. Donc mais je n'ai pas voulu non. C'était difficile de dire que Pierre, il est Pierre Moscovici. C'est impossible, c'est un acteur. D'abord. Et puis, j'ai gardé quand même des prénoms pour certains, parce qu'ils sont très reconnaissables, ils sont... Quelques-uns, oui. Mais d'autres...
je n'ai pas gardé les noms, j'ai mis d'autres noms parce que ce sont des compositions, des composés de personnages. C'est-à-dire quand il y a 2 ou 3 personnages, je les composais à un seul, parce que sinon ça faisait une foule énorme. Mais enfin, les principaux sont avec leur vrai prénom. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Les principaux, même des apparitions, on voit Emmanuel qui apparaît. Oui. Et puis quand ils se parlent entre eux, ils se même parlent avec... On le reconnaît quand même. Non, puis entre eux, ils se parlent, ils se tutoient, ils se parlent avec Oui, leur c'est sûr prénom. qu'entre eux, ils s'appellent par leur Voilà. prénom. C'est quand même une décision, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui a... Moi, je pense que la vraie différence entre ce film-là et les autres films de Costa, c'est que c'est la première fois, et même d'autres cinématographies, d'autres metteurs en scène, où on parle de personnages, d'actions qui se sont passées il y a 3 ans, 4 ans. Et dont les personnages sont toujours actifs. C'est-à-dire que Tsipras est toujours là, Wolfgang est toujours là, Christine est toujours là, même s'ils ont d'autres postes. C'est-à-dire que ce n'est pas écrire une histoire sur Nixon, sur Kennedy, 30 ans après. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'aujourd'hui, ce film peut avoir un impact. Oui, parce que l'action, c'est 2015, le film se passe en 2015. Et on parle de l'Europe. Oui, c'est une actualité brûlante, c'est un film à chaud, quoi. C'est un traitement à chaud. Exactement, c'est un sujet à chaud. Il faut insister à cela quand même. L'essentiel pour moi, c'était aussi l'Europe. L'Europe, comment se développer, c'est que où elle est arrivée aujourd'hui, une Europe qui ne correspond pas du tout au projet initial. Je lisais encore tout à fait par hasard l'autre jour une phrase de Schuman qui disait « Avant tout, l'Europe doit être culturelle et après vient les accords militaires. » C'est-à-dire qu'il mettait en amont tout. Enfin, elle a d'abord été créée pour l'acier, hein. Quand même. C'est un mélange. Bon, alors, le film, c'est quand même la chronique d'un échec. On retrouve le pessimisme, malheureusement, de la plupart de vos films. En même temps, on voit bien que quand les élites échouent, quand des politiciens échouent, il reste à la fin le courage, l'héroïsme, la résistance du peuple, ici du peuple grec. Oui. C'est aussi un hommage à ce courage et à cet héroïsme d'un héros, d'un homme de Paris, mais aussi du peuple grec qu'on ne voit pas, mais auquel on pense quand même pendant tout le film. Oui, je refuse. On voit la taverne un peu. Oui, puis on voit aussi les rues. Un cœur grec. Oui. Je refuse le mot héros, parce que je pense que, pour moi, Varoufakis, ce n'est pas un héros, c'est un résistant, à un moment particulier. L'idée de l'héros qu'on utilise aujourd'hui dans tout, il a gagné les matchs de football, donc c'est un héros parce qu'il a marqué le but. En fait, il y a des héros partout. Donc je pense que ce qui est important pour moi, pour ce personnage, c'est à un moment particulier, important pour lui-même et pour son pays, quelqu'un résiste à fond, quitte à ça lui coûte très cher. Voilà. Alors avant et après, c'est autre chose. D'ailleurs, on ne montre pas le personnage ni avant ni après. C'est à ce moment tout à fait particulier. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est la résistance. Et ce qui m'intéresse toujours comme thème, disons, dans mes films en général, c'est la résistance. Je pense que c'est essentiel dans la vie de résister face à quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas. Et lui, c'est ce qu'il fait, en fait. Vous pouvez applaudir. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chorégraphie finale, de cette scène finale qui tranche évidemment avec le reste du film, en tout cas par rapport à la dimension quand même réaliste du film. D'où vous est venue cette idée de cette scène, cette séquence finale qui est stylisée et chorégraphiée? Je parlais d'une tragédie. Donc j'ai voulu traiter cette histoire comme une tragédie. La tragédie grecque ancienne, il y a le cœur. Et le cœur s'exprime des moments ou des situations ou des caractères qui ne peuvent pas être exprimés autrement. Alors, quand je me suis trouvé devant la conclusion du film, qui historiquement est la suivante, c'est-à-dire qu'on a fait venir le Premier ministre grec à Bruxelles, on l'a enfermé pendant toute une nuit, qui a duré 7 à 9 heures, et on l'a coincé dans tous les sens, tous. Ils étaient 19, et il y a eu des réunions. Je suis allé sur place et j'ai pu voir tous les lieux et l'endroit où c'est passé, et les lieux où ils sont. D'ailleurs, on m'a dit, des personnes qui m'ont guidé, il m'a dit là, ils ont pris le thé avec M. Hollande et Mme Merkel, et ils sont restés 2 heures. J'ai rien entendu, j'ai rapporté le thé moi-même, mais j'ai rien entendu, c'est ce qu'ils se sont dit. Donc, toute cette nuit, il n'y avait aucun témoignage, et même s'il y avait tous les témoignages, c'était impossible à faire. Il fallait faire un film que pour cette nuit. Donc, il fallait trouver une solution.
Et la solution qui m'est venue à l'esprit très vite, c'est le cœur. Comment il agit le cœur? Et alors, le cœur, parfois, dans la tragédie, parle, explique, mais parfois, il ne parle pas. Il bouge simplement. Donc, c'est le corps qui raconte l'histoire. Et j'ai vu un chorégraphe, j'ai parlé avec lui, et on a fait cela. Voilà. C'est-à-dire, l'espèce de danse raconte ce que les paroles ne disent pas, pour que les spectateurs... Alors là, évidemment, pour les metteurs en scène, pour les cinéastes, il a besoin de votre participation. Il faut que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas, vous ratez le coup complètement. Donc cette participation me paraît très intéressante et essentielle de collaboration avec le metteur en scène. Il y a deux autres moments qu'il a fallu que je les fasse dans le film, c'est parce qu'on parle du peuple. C'est vrai qu'on a montré le peuple qui manifeste au début, mais ça, on connaît ces gens de manifestation, ils disent tout et disent rien à la fois. Enfin, pour un spectateur au cinéma qui les a vus encore et encore. Alors, quand il a fallu parler du peuple, il y a cette scène de la taverne où j'ai fait venir le monde qui arrive, et ils les regardent. Et quand on dit au peuple, au cœur, peuple, parlez, qu'est-ce que vous voulez? Parlez, il ne parle pas parce que le peuple ne parle pas. Il n'a pas de voix. Il a la voix une fois à 4 ans, il voit tout. Voilà. Il n'a pas de voix aux choses, donc qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et ils s'en vont. Voilà, c'était ça. Ou alors à la banque, par exemple, quand le chiffre devient tellement énorme, personne ne comprend rien du tout, moi non plus d'ailleurs, et ben ça devient un carrousel, une chose absurde. Des gribouillis. Voilà. Des choses C'est ça. visibles. Si vous voulez, c'est un tout petit peu ça, la relation avec la tragédie. Mais cette fin est belle parce que c'est vrai que c'est un film où tout passe par la parole et à la fin, il n'y a plus de parole, il y a le corps, tout passe par le corps et par le mouvement. Et... Alors j'ai lu votre biographie, vos mémoires, et ça m'a fait penser au premier chapitre où moi j'ai appris que dans votre jeunesse vous étiez danseur et que vous êtes arrivé à Paris dans une troupe de danseurs. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un... Danseur étoile. Alors c'était pas la même danse que c'était peut-être pas les mêmes danses qu'on voit dans votre film, mais j'y ai pensé. Non, en fait, je n'étais pas vraiment danseur, parce que c'est danseur, il faut commencer jeune pour être bon danseur. J'ai une amie qui était chorégraphe et dirigeait un groupe national des danses grecques, et j'étais là, et puis j'étais avec elle, et puis j'ai commencé à danser un tout petit peu. C'est comme ça qu'on est venu à Paris, en fait. Non, la danse m'intéresse énormément, parce qu'on croit que la danse, je répète ça souvent, on croit que la danse, c'est une démonstration de beauté, une démonstration de facilité du corps, etc. Non, la danse, on raconte des histoires. C'est du sens aussi, ça. Absolument. Chaque ballet raconte une histoire. On la raconte avec les gestes des danseurs, avec leur qualité, avec leur dextérité. Et c'est ça qui est essentiel pour les danseurs. Il faut les voir comme ça. Même les danses que nous faisons, le tango que nous faisons, je ne sais pas moi, les danses que nous faisons dans une soirée d'amis, eh ben, danser, on raconte quelque chose. Une volonté, un désir. Ce que tu n'as peut-être pas vu, Olivier, c'est que dans cette scène de fin, il doit être 19, y compris Tsipras, c'est les 19 chefs d'État. Et nous n'avions que 18 danseurs, y compris Alexis. Donc, parce qu'il y en a un qui n'était pas venu. Donc, au moment où il monte sur l'estrade, j'ai dit à Costa, tu vas t'habiller, mettre une cravate. Et un des chefs d'État, au dernier étage, au troisième gradin, sur la gauche, c'est Costa. Bon, ben, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Il faut revoir le film. Il faut revoir le film. Tu n'êtes pas seulement une excellente productrice, mais aussi une exploitante. C'est bien que ça donne envie de revoir le film. J'avais pensé que ça restait dans la... Mais j'avoue que je vous ai cherché tous les deux dans le film. Je me suis dit, on va peut-être les voir dans des réunions ou dans des... Mais c'est vrai que j'ai raté moi, on me voit dans le... Ah, ouais. Enfin, il faut le savoir. Quand il arrive à Bruxelles, qu'il y a tous les journalistes. Oui, parmi toute la l'équipe conférence de d'ailleurs presse. Y est. Voilà. Je m'en doutais un peu. Pour être franc, Hitchcock l'a fait très bien dans ce film. Je ne pense pas qu'il faut recommencer. Voilà. Mais lui, il a fait exprès pour qu'on le remarque, pas pour... Ah oui, il a fait très bien. Écoutez, je suis sûr, Costa, Michel, qu'il y a des questions dans la salle. Donc je suis heureux de céder la parole aux gens dans cette salle. Il y a une main qui s'est levée. J'imagine qu'il y a des micros qui doivent circuler. Donc on va vous donner la parole, monsieur. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la formidable soirée qu'on a passée hier soir grâce à vous. Vous nous avez expliqué quelles avaient été vos motivations pour vous lancer dans cette expérience.
Et ces motivations donc, vous ont permis de travailler sur du matériau réel, précis, concret, fourni par Varoufakis. Je pense que ça nous renvoie d'autant plus à des questionnements sur le sens du capitalisme, sur le fonctionnement de la démocratie, de nos institutions et de l'exercice du pouvoir. Et ça nous interroge d'autant plus qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Et ce que je me dis, c'est que ce film nous renvoie plus à un documentaire qu'à une fiction. Et je voulais savoir si vous pensez, parce que votre film se termine sur le constat, bien évidemment, que l'austérité continue et que le peuple souffre. Et ma question, c'est, au-delà de cette inéluctabilité, peut-être, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour sortir de ce système, lesquelles? Et puis mon autre petite question, ça serait de savoir, j'imagine que Varoufakis a vu le film, quelles ont été ses réactions et qu'est-ce qu'il vous en a dit? Oui, Varoufakis a vu le film, il aime beaucoup le film. Il a pleuré sur mon épaule. Il trouve que c'est le reflet de son livre pour le cinéma. Absolument, il aime beaucoup, il défend le film à fond. Et je pense qu'il pense plus politiquement que le film est important, plus que c'est son histoire. C'est-à-dire qu'il pense que le film en Grèce, parce que c'est la Grèce qui l'intéresse, peut avoir une action, même si aujourd'hui il y a des Grecs qui refusent d'aller le voir. Mais ceux qui vont le voir pleurent, et il y a des discussions devant les cinémas où ils se parlent. Alors, en ce qui concerne le reste de votre intervention, vous avez parlé de capitalisme. C'est vrai que le capitalisme a enfanté des monstres. Nous les connaissons. Je vous donne un exemple. Google, la démocratie française lui demande de payer des impôts. Elle dit « je ne paye pas ». Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et l'autre monstre, il y en a plusieurs, hein. L'autre monstre, c'est Facebook. Il dit « nous faisons une monnaie ». Moi, Facebook, je fais une monnaie. C'est-à-dire un petit groupe d'hommes, ou un homme, ou un petit groupe d'hommes, font une nouvelle monnaie. Ce qu'ils ne s'est jamais vu avant. Eh bien, qu'est-ce que fait les démocraties? Ils ne peuvent pas répondre, ils ne savent pas comment arrêter cela. Ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Donc, nous trouvons dans une période très, très, très compliquée. On décide, par exemple, de ces groupes, les groupes que vous avez vus souvent. Au début, c'était quoi? C'était une sorte de club que tous les pays européens ont accepté pour que le ministre des Finances donne des conseils. Et peu à peu, c'est devenu les gouvernements économiques de l'Europe. Puisque, comme le dit l'Allemand à un moment donné, il dit tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous décidons, tous les pays l'acceptent. Donc c'est cette espèce de glissement vers la non-démocratie qui se produit de plus en plus et dans beaucoup d'endroits, et notamment en Europe, depuis. Il y avait un autre exemple, alors, je ne veux pas qu'on fasse un discours sur ça, mais j'ai appris tellement de choses en travaillant dans ce film. Qui est le paradis fiscal le plus extraordinaire, si vous voulez, aujourd'hui? C'est Luxembourg. Qui l'a créé? C'est M. Juncker. Il l'a créé, et puis après, il est devenu président de l'Europe. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Qui sont pas, et espérons que tout cela va changer. Sinon, il n'y a plus d'Europe. Enfin, pas l'Europe à laquelle nous avons cru, et la nécessité aussi de l'Europe. Bonjour. Ah, voilà, merci. Bonjour. Donc, deux questions. Une personnelle. Est-ce que vous avez toujours confiance en l'Europe? Et l'autre, un peu plus d'actualité, est-ce que vous pensez que les Anglais ont raison de sortir ou de faire des négociations sur leur sortie de l'Europe? Non, je crois à l'Europe. Je crois à l'Europe profondément. Et je crois d'autant plus que j'ai entendu le président Macron faire un discours à la Sorbonne qui était l'Europe comme on l'imagine, comme on la souhaite. Voilà. J'espère que c'est... Ce n'était qu'un discours. Non, écoutez, c'est une bataille permanente avec ma femme, alors on ne va pas étaler ici devant chez vous. Non, mais je crois au discours. Comme je disais tout à l'heure, la politique commence avec les discours. Bon, on verra pour l'action. Mais il est essentiel que la base soit le discours et la volonté qui sort du discours. Maintenant, ça c'est mon idée. Je pense que l'Europe est essentielle parce que le monde se crée, se transforme en bloc.
Il y a la Chine, il y a les Indes, il y a l'Amérique. Alors, si on reste chacun séparé, on va être bouffé peu à peu par la Chine ou par je ne sais pas qui. C'est-à-dire qu'il faut s'unir. Voilà. Mais s'unir dans les meilleures conditions possibles, sans M. Barroso ou l'autre. Voilà. Alors, quant à votre deuxième question, je l'ai ratée. Le Brexit, Brexit. Le Brexit. 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 Pour ou contre le Brexit? Le Brexit. Le Brexit. Vous voyez, c'est comme c'est compliqué de quitter l'Europe. Et on ne sait pas si ça va le coûter. Donc, je pense que c'est une chose pas positive. On va de temps en temps en Angleterre parce qu'on a des parents, enfin des proches. Et c'est vrai que les jeunes ne veulent pas quitter l'Europe. Les plus jeunes ne veulent pas. Et beaucoup de monde ne veut pas quitter l'Europe parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de très négatif de sortir de cet ensemble. Alors, on verra ce qui va en sortir. Mais je pense que c'est très négatif. Négatif peut-être même pour l'Europe elle-même, parce qu'elle peut devenir un autre paradis fiscal à l'Angleterre. C'est ce qu'ils vont tendre d'ailleurs. Je pense que c'est les discours et puis la volonté de monsieur du Premier ministre anglais en ce moment. Boris Johnson. Madame? Bonjour monsieur. Mon film préféré, c'est Compartiment tueur, et Arte, la chaîne Arte l'a passé il y a 1 ou 2 ans. Malheureusement, vous êtes trop rare aussi à la télé. Dans le film hier, j'ai remarqué la dernière scène m'a fait penser à la danse du scalp, qui est connue au Parlement européen, des lobbyistes. J'ai pensé à ça. Et puis, ce qui m'a plu également, c'est... du coup, j'ai perdu le film, ce que je voulais dire. Oui, voilà, cette scène-là. Et la scène, voilà une scène où vous faites manger à la grande table de Yanis cet envoyé du Parlement européen qui mange une pléthore de nourriture. Et ça m'a fait penser à Churchill et De Gaulle qui vont voir Staline. Et ils le trouvent attablé devant justement ces plats immenses qu'il mange. Et De Gaulle a dit à ce moment-là, « Ah, nous comprenons que Staline est un ogre et qu'il veut vraiment se faire la terre. » quoi. Voilà. Et donc, pensez-vous effectivement que ce soit une bonne idée que les Grecs restent dans l'Union européenne? Et pourquoi n'ont-ils pas demandé ce Grexit et constituer leur propre monnaie, leur souveraineté, quoi. Enfin, moi, personnellement, je veux être française, je ne veux pas être une européenne, hein, c'est clair. Hein. Je vis dans un État français. Non, pas forcément, oui. Ça, voilà. Il ne faut pas que ça change, ça, évidemment. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais les Grecs... Oui, l'un n'empêche pas l'autre, mais je veux dire, il ne faut pas oublier que nous sommes dans notre pays. Il faut vivre à l'échelle humaine, quoi, voilà. Hein. On ne peut pas s'asseoir sur 2 chaises, on ne peut pas vivre dans 3 maisons différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu sur la sobriété, vous voyez. Oui. Voilà. Non, mais... Ouh, ouais, c'est ça, vous voyez, vous n'avez pas la majorité. Les Grecs non plus, d'ailleurs. Les Grecs, à 75 à 80%, veulent rester à l'Europe. Donc, c'est eux qui ont raison. C'est le peuple qui choisit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimais à un moment donné, le peuple a toujours raison, même quand il se trompe. Et ça, voilà, il n'y a pas d'autre moyen d'être démocrate que d'accepter la volonté du peuple. Oui, parce que le non au référendum n'était pas le non à l'Europe, c'était le non de ne pas signer le mémorandum, c'est-à-dire continuer à discuter. C'est 2 choses totalement différentes. Et l'Europe, j'insiste personnellement, et je suis plus que convaincu qu'elle est absolument nécessaire. Naturellement, chaque pays. Et nous avons fait un travail, les cinéastes français ont fait un travail formidable pour qu'il n'y ait pas d'une sorte comment dirais-je, d'aplatissement de la culture. On a défendu l'exception culturelle. Chaque pays a sa culture et doit la défendre à fond et la financer quand il le faut. C'est que l'Europe, à un moment donné, Barroso ne voulait pas faire. Il voulait que toutes les cultures que la culture soit un tout petit peu comme n'importe quel produit autre, que les produits de l'esprit soient comme n'importe quel produit. Alors nous avons défendu, nous avons les cinéastes essentiellement, et nous l'avons imposé, et ça existe maintenant. Donc c'est cette Europe qu'il faut. Mais ça, c'est une lutte permanente. Hein. Madame, on va vous donner un micro peut-être. Oui, alors, je l'ai le micro. Ah, pardon, bah alors, après voilà. Ça sera vous, pardon. Alors, moi, je voulais simplement dire 2 petites choses. La première, c'est que vous êtes un grand monsieur et que vous êtes une grande dame. Vos films font du bien. Pas derrière. Hein. Ils font du bien.
Et le mot qui me vient, c'est le mot grec evionos. Ils sont de bon augure. C'est-à-dire que malgré tous les corbeaux qui nous entourent, malgré le monstre, parce que c'est vraiment le Minotaure, hein, cet Eurogroupe, il reste des gens pour penser qu'à main nue, on peut affronter le Minotaure. J'ai eu tout le long du film l'image de Thésée en tête en voyant Varoufakis, hein, mais un Thésée sans Ariane. C'était ma deuxième remarque. Peut-être que les femmes... alors, je suis une femme, donc je ne peux pas dire autre chose, peut-être, n'ont peut-être pas toute leur place dans cette construction de l'Europe, et que Thésée, quand il aura trouvé son Ariane et son fil, peut-être qu'il pourra tuer le taureau et sortir du labyrinthe. Merci, madame. Madame. Bonjour. Merci pour ce film magnifique. Moi, j'aurais eu besoin, je suis là, j'aurais eu besoin d'un petit éclairage de votre part sur la façon dont le peuple est présenté dans ce film. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que au début, on voit ces femmes qui interpellent Yanis. Si je ne me trompe pas, ce sont l'équipe de nettoyage du ministère des Finances qui avait été licenciée par le précédent ministère, avant Varoufakis. Et après, vous ne faites pas mention, bon, votre film n'est pas à proprement parler un film documentaire, mais vous ne faites pas mention du fait qu'elles ont été réintégrées par Varoufakis. Mais on le dit. Il Ah, dit vous le dites? Oui. Il D'accord. dit qu'il va faire un décret. Ah oui, Ah oui, d'accord, oui. d'accord. Il dit qu'il va le Bon, faire et alors, il l'a fait. Bon, ça annule peut-être ma question, mais en tout cas, ce qui m'était apparu, c'est que, comme je ne l'ai pas entendu, après la deuxième fois où le peuple apparaît, c'est cette scène terrible où ils sont au restaurant et il y a tous ces jeunes qui arrivent et dont vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient sans parole parce que le peuple n'avait plus la parole. Voilà. Mais en fait, bon, c'est vrai que j'ai peut-être zappé le moment où... Mais l'impression dominante qui apparaît, c'est que, et qui rejoint peut-être quelque chose de relativement important dans la chronologie, il me semble, avant que les négociations commencent, c'est qu'au début, il y a eu quelques mesures et qu'après, les institutions européennes ont dit, hop là, ils vont trop loin, ils mettent en difficulté finalement quoi, le capitalisme. Et c'est là que c'est devenu très dur. Et moi, je suis sortie de là en disant, est-ce que la part totale a été faite aux tentatives de ce nouveau gouvernement? Voilà. Mais il est vrai que j'ai zappé un moment. Merci. Non, les femmes ont été intégrées. D'ailleurs, les femmes qui sont là, la plupart d'entre elles, ce sont des vraies celles qui ont participé à cette grève. Les trois femmes qui parlent, qui sont devant Varoufakis, ce sont les trois vrais leaders du mouvement. Il les a intégrés. C'est que pour les Européens, c'est un scandale énorme. Ils ont tout fait pour les faire répartir, oui. Madame. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le choix que vous avez fait de la musique et des plats? C'est sur la musique d'Alexandre Le choix de la Desplat. musique. Le choix de la musique. La musique. C'est vrai qu'on a toujours mis de la musique dans le cinéma, et surtout, on a commencé avec ce qu'on appelle le cinéma muet. Le cinéma n'a jamais été muet, il y avait toujours de la musique, il y avait même d'autres voix. Alors, c'est quoi la musique dans un film? Pour moi, c'est un autre personnage. C'est un personnage qui dialogue avec les vrais personnages, qui les aide à aller de l'avant, qui les aide à s'exprimer. La musique, ce n'est pas un moyen pour essayer, comme on le fait souvent, comme on pense le faire souvent, accélérer l'action, rendre certains moments beaucoup plus agréables. Non, c'est un autre personnage qui participe au drame du film, qui accompagne les autres personnages, qui s'exprime avec les autres. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire à chaque fois. Et quand je demandais à Alexandre Desplat de travailler avec moi pour la première fois, c'est qu'on a parlé beaucoup de cela, d'autant plus que je lui ai demandé d'introduire aussi, comme il y a beaucoup de Grecs dans cette histoire, d'introduire des instruments grecs qu'on n'utilise jamais d'ailleurs dans la musique de film, et c'est ce qu'il a fait. Alexandre Desplat, il est moitié grec, sa mère est grecque, donc il connaît bien la musique grecque, c'est comme ça qu'on a pu travailler, et je crois qu'il a fait un très très bon travail qui correspond exactement à ce que je voulais, ce qui correspond exactement à la relation
de la musique avec le reste du récit du film, et notamment avec les personnages. Madame. Donc j'ai une question par rapport au racisme méditerranéen. Vous parlez plusieurs fois, vous montrez ce racisme dans plusieurs scènes, notamment avec les Picts, ces 4 pays qui en réalité sont en Méditerranée. Est-ce que la France, malgré sa façade maritime en Méditerranée, participe à ce racisme méditerranéen, selon vous? Participe, évidemment, d'une manière, à mon avis, très, très puissante, parce que la culture française rayonne dans toute la Méditerranée, absolument. Est-ce qu'elle C'est plutôt du participe au racisme anti-méditerranéen, en fait. Non, il parle du racisme anti-méditerranéen, comme les Allemands, par exemple. Je ne crois pas. Peut-être les gens du Nord, mais je ne les ai pas vus. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a cet esprit d'appartenir aux deux océans, d'un côté et de l'autre. Et la culture française, à mon avis, pour l'avoir découvert, elle est très ouverte et elle donne les impulsions partout. Si vous voyagez dans le monde, on cite la France toujours pour sa culture. Pour le cinéma, l'accueil qu'elle fait, d'abord pour les artistes d'une manière générale, depuis toujours, depuis les Lumières, et puis aussi cette espèce d'accueil permanent que fait la France, qu'on ne peut pas dire la même chose pour l'Allemagne, on ne peut pas dire la même chose pour l'Italie, qu'on ne peut pas dire la même chose. On peut le dire pour l'Angleterre, mais il faut en Angleterre pour travailler essentiellement. On ne va pas en Angleterre pour apprendre la peinture, par exemple, pour le cinéma. Non, on va pour travailler. Donc il y a cet esprit-là qui prédomine partout pour la France. Alors, un mot de plus. La Grèce a toujours eu des influences étrangères très puissantes. Les Grecs, même, souvent étaient divisés à des anglophiles, germanophiles, russophiles ou soviétophiles, etc. Et puis, par la suite, américanophiles. Mais il n'y a pas de francophiles, parce que la France n'a jamais eu une intervention puissante économique et en Grèce. Il y a une présence permanente, évidemment, mais elle n'a pas été aussi forte sur le niveau le plus élevé politique de la Grèce. C'est les autres pays ici, notamment les Allemands et les Anglais. Surtout des liens culturels entre la France et la Grèce. Voilà, la culture prédomine partout. Oui. La France devient peut-être raciste avec les immigrés. Voilà. C'est pas la culture. Ça, c'est politiquement. Monsieur ? Va à l'encontre, justement, des racines de culture française. On était en Allemagne, on a présenté le film à la BCE, la Banque européenne, non pas invité par le haut, mais invité par le syndicat. Le même syndicat qui avait protesté devant la BCE en 2015 contre la politique de la BCE sur la Grèce. Et à l'intérieur du syndicat, il y a des Gréco-Allemands. Ils nous ont dit que depuis la crise grecque, il y a un vrai racisme journalier contre les Allemands grecs, qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, avant la crise, les Grecs étaient bien accueillis, mais là, il y a même des Allemands d'origine grecque nés en Grèce. Il y a un vrai racisme parce que, comme dit Wolfgang Schäuble, il faut payer. Et d'ailleurs, au niveau production, j'avais pensé un peu innocemment que la coproduction évidente, évidemment, c'était avec la Grèce, mais aussi avec l'Allemagne, parce que c'est un sujet qui concerne l'Allemagne. Et j'avais donc demandé à Margaret Ménégos, qui connaît très très bien, qui est une grande productrice française, mais qui connaît très bien toutes les coproductions allemandes, enfin les coproducteurs éventuels allemands, de m'aider. Elle avait d'ailleurs été choquée, c'est-à-dire qu'on n'a trouvé personne. Dans les petits producteurs, les moyens producteurs, tous nous disaient, mais on a besoin d'aide et on n'en aura jamais, de la part des Länder ou du gouvernement fédéral. Et les gros, qui avaient aussi des chaînes télé, donc ils auraient pu financer, me disaient, Madame Gavras, envoyez-nous un autre scénario de votre mari. On comprend qu'il va y aider son pays natal, mais les Grecs doivent payer. Aussi net que ça. Aussi net que ça. Et même Margaret était choquée. Monsieur ?
Oui, moi je voulais vous remercier pour le film, parce qu'à chaque fois qu'on sort d'un de vos films, on ressort complètement transformé. Hein. On rentre normal et on ressort avec des pensées. Et ce qui est étrange, c'est que quand je suis sorti, j'ai pensé à Z et à l'aveu, tout de suite. Et là, vous avez parlé de l'Algérie, et je voulais vous entraîner, c'est parce que quand vous êtes quelqu'un d'engagé, je voulais vous entraîner ce qui se passe actuellement en Algérie, et donner surtout votre avis sur la révolution du sourire, qu'on appelle le Hirak en arabe, votre avis sur cette révolution qui ne fait pas de blessés ni de morts, et qui, comme la Grèce, combat une dictature. Là-bas, c'était des colonels, mais là, c'est des généraux qui sont en train de prendre le pouvoir doucement, mais avec leur véritable visage. Et comme vous aimez ce peuple, et que je le sais depuis un moment, j'aimerais avoir surtout votre avis sur cette question. Vous savez, il est temps que les anciens révolutionnaires de Félène, qui ont libéré l'Algérie, enfin qui ont obtenu l'indépendance, quittent le pouvoir. Ils sont trop vieux, ils sont hors du coup, ils ne peuvent pas suivre le monde avec ces changements. Mais ils ne veulent pas partir, ils s'accrochent. Et c'est bien dommage pour l'Algérie. Ça coûte très cher au pays, et ça coûte très cher parce qu'il y a une jeunesse, je crois, qui peut diriger le pays, qui peut changer la face du pays. C'est ça mon sentiment. Et il m'est arrivé aussi, quand je suis allé là-bas pour d'autres raisons, pour des raisons cinématographiques, de leur dire à la presse. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais ils s'y accrochent. Que faire? Mais maintenant, ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est évidemment, on n'a pas pu y aller parce qu'on était pris complètement par le film, mais on veut y aller début de l'année prochaine pour voir, et évidemment par Facebook, par tout ça, je vois beaucoup des avis d'amis, tout ça, ou qui reviennent, et c'est fantastique ce qui se passe. Fantastique. Ben, j'espère que vous allez faire un film. Non, c'est les Algériens de faire un film. Il y a des bons cinéastes. On va voir. Absolument. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Oui, allez-y. Moi, j'avais une question. Déjà, je voulais vous remercier pour ce film et pour les précédents, et pour tout l'engagement que vous mettez dans chacun de vos films. Et voilà, je suis là. Et je voulais juste parler du climat actuel français, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de conflits. On parle, je pense aux Gilets jaunes, mais à tous les services publics qui sont aujourd'hui dans la rue, les pompiers, les aides-soignantes, les infirmières, etc. Il y a un climat social qui est très, très tendu en France aujourd'hui. Et ma question sera juste la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il y a une matière aussi à un film? Et pourquoi pas on pourrait vous inviter aussi à le faire, parce que qui d'autre en France que vous pourrait faire ce genre de film? Vous savez, les matières pour les films, il y en a beaucoup, hein, les sujets, ils sont partout. Le problème, c'est les histoires. Et puis l'autre problème pour un metteur en scène, je crois que la plupart des metteurs en scène français le sentent comme ceci, il faut avoir la passion pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut être pris sentimentalement, je dirais. Parce que sinon, ça devient un boulot. Et il ne faut pas faire un film comme un boulot. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a matière à plein de films avec ce qui se passe en France. Autre question, monsieur, là, oui. Moi, je vais être l'avocat du diable, mais il en faut un. Alors, j'ai vu votre film L'aveu que j'étais au Parti communiste français. On m'avait dit ce film est anticommuniste et il faut tuer Gavras. Bon, Dieu merci, je vous ai écouté, je suis devenu trotskiste. Donc, voilà. Mais là, j'ai vu votre film, je ne vais pas devenir anti-européen. Au contraire, je vais être encore plus pro-européen. Et d'ailleurs, M. Costa-Gavras, vous avez même rappelé l'importance de l'Europe. Moi, je suis responsable du réseau Erasmus. Tous mes étudiants sont super emballés par ces réseaux-là. Ils sont emballés par l'Europe. Tous les pays de l'Est veulent venir dans l'Europe. Le pays de mon père, la Yougoslavie, n'était pas dans l'Europe. 100 000 morts. L'Europe a garanti la plus longue période de démocratie, de prospérité, de respect des minorités et des femmes du monde et dans toute l'histoire de l'Europe. Alors, soyons anti-européens, critiquons nos gouvernements, c'est vrai, il faut critiquer Juncker, etc. Mais franchement, moi j'ai mis dans votre film une scène, c'est quand on montre la façon dont les Grecs sont montrent Angela Merkel avec le truc d'Hitler, là, la moustache d'Hitler, et qu'ils montrent comment est-ce que les Grecs sont montrés comme étant des feignants, etc. Merkel a accepté 1 million d'émigrés musulmans, arabes, etc., peu importe, sont venus. L'Union européenne a refusé 4 candidats de pays qui ont proposé des membres de la Commission européenne parce qu'ils n'étaient pas politiquement corrects et acceptables juridiquement. Donc l'Union européenne fait preuve de grande pureté et de probité démocratique. Moi, franchement, je veux bien critiquer l'Europe, mais franchement, si on la met en danger, je me lève, je la défends. Voilà. Oui, il est évident. Vous savez, l'Europe... Non, mais l'Europe, il y a des idées formidables quand même. Regardez Erasmus, pour ceux qui ont participé ou ceux qui connaissent de quoi il s'agit. Erasmus, c'est formidable comme
comme système. Eh bien, depuis M. Günger et depuis l'autre, il commence à l'affaiblir de plus en plus, Erasmus. C'est-à-dire, c'est quoi l'Erasmus? Les étudiants qui se baladent partout et qui connaissent les uns des autres. Il fallait faire Erasmus en Europe, une sorte d'Erasmus pour les agriculteurs. Et pourquoi pas un Erasmus pour les gens qui font du pain? Pour les gens, voilà, c'est comme ça qu'on va aimer l'Europe et qu'on va se connaître d'abord. On se connaît pas. Déjà, on a le problème de la langue qui n'est pas la même, comme en Amérique ou ailleurs. Donc, mais ils ne le font pas. Ils savent qu'il faut le faire. Ils connaissent, mais les gros groupes bancaires ou alors les grosses sociétés financières les tiennent complètement. Voilà, c'est le problème qu'a l'Europe pour le moment. Bon, écoutez, on va devoir mettre un terme à cette rencontre. Je remercie beaucoup Michel Ray-Gavras, Costa Gavras, pour ce film et vous aussi pour vos questions. Je rappelle que Adults in the Room sort en salle le 6 novembre, mercredi 6 novembre, et donc bientôt, et que le 3 novembre, vous pourrez revoir sur Arte Amen, un des films les plus importants de Costa, donc on sera aussi dans l'actualité. Merci.